Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter des stéréotypes et des clichés qui entourent encore la crypto-monnaie et le Bitcoin aujourd'hui, malgré que finalement la source d'information elle est très facilement accessible. Je me suis rendu compte de tout cela relativement facilement, car hier, Éric Zemmour a fait un tweet concernant la crypto-monnaie et du coup quelle était, on va dire, la part de la crypto-monnaie dans son programme. Donc, on va pas parler politique. Personnellement, c'est un personnage que je n'affectionne pas du tout. Mais une chose est à noter, c'est que c'est tout de même le tout premier politicien à parler de la crypto-monnaie. Et je pense que c'est très important, car derrière la crypto-monnaie se cache surtout et avant tout une technologie qui est la blockchain, qui est méconnue par beaucoup de personnes qui pensent simplement que la blockchain ne sert à faire que de la crypto-monnaie, que ça ne sert à faire que des NFT pour vendre et spéculer sur des images de singes. C'est bien plus poussé que ça. Et malheureusement, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, au vu de tous les commentaires que j'ai pu parcourir sur ce tweet, on a une énorme partie de la population qui ne connaît pas la crypto-monnaie? Bon, jusque-là, rien de nouveau, hein. Pour rappel, seulement 8% des Français en détiennent, mais c'est tout de même bien plus que les actions. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plus de Français qui détiennent de la crypto-monnaie que les actions. Mais 8%, ça reste relativement très peu, et donc très peu de personnes se sont intéressées à la crypto-monnaie et à la blockchain. Ça, en soi, c'est pas dérangeant. Il y a plein de domaines sur lesquels moi je ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est que on voit encore autant de clichés autour de cela, malgré que l'information est facilement accessible. Il suffit de faire une petite recherche Google et on retrouve des réponses très rapidement et très facilement. Le problème, c'est que c'est pas facile finalement toujours de la détecter, la bonne information, car si on se pointe par exemple sur des sites comme Le Figaro ou Le Monde, etc., après avoir lu 2 ou 3 lignes de l'article, en général, on se rend compte que le rédacteur, le journaliste qui a écrit l'article, n'a même pas pris la peine de faire la moindre petite recherche et qu'il en est encore à nous expliquer et à nous raconter des clichés qui datent de plus de 10 ans. Donc ça me semblait intéressant de vous faire cette vidéo, pour entre guillemets, discuter de ces clichés et vous mettre en avant ce qui est vrai, ce qui est faux, et où potentiellement trouver de la source d'information. Et je pense que c'est d'autant plus important comment dire, de prendre le temps d'en parler et d'expliquer à un maximum de monde ce qu'il se cache derrière la blockchain pour deux raisons. Aujourd'hui, tout d'abord, on a pu le voir au travers de la crise Covid. Du jour au lendemain, je ne sais pas combien de journalistes se sont improvisés microbiologistes ou épidémiologistes. La plupart, au tout début de la crise pandémique, ont fait énormément d'articles sans même citer de source, sans même consulter des médecins ou quoi que ce soit. Concrètement, ils partageaient simplement leur opinion personnelle. Mais le problème, c'est que quand c'est dans de la presse aussi médiatisée, aussi importante, énormément de gens le prennent comme, comment dire, comme donnée acquise en fait, comme source de vérité. On a toujours tendance à dire méfiez-vous sur Internet, Facebook, etc., ce qui est totalement vrai. Mais il faut aussi, malheureusement, se méfier des grands journaux, que ce soit télévisés, écrits ou à la radio, car si tout simplement le journaliste qui vous présente un article n'a pas lui-même pris le temps de faire une recherche, eh bien finalement ça ne vaut pas grand-chose non plus ce genre d'article. Et c'est malheureusement le cas, on a pu vraiment le voir au travers de la crise Covid, et on voit encore aujourd'hui énormément ce genre de situation autour de la blockchain. Donc ça, c'est un premier point qui me semblait important à vous faire comprendre et pourquoi je voulais faire cette vidéo. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre l'intérêt de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie novatrice qui va permettre, si elle est encore une fois bien employée, c'est un outil, de faire des choses extrêmement intéressantes à l'avenir et donc dans notre futur. Il y a quelques années, le gouvernement français, lorsqu'on a commencé à s'intéresser un peu à Internet, a jugé que Internet c'était ridicule, ne servirait à rien et que concrètement il n'y avait aucun intérêt à se pencher sur ce domaine. Et qu'ils ont tout simplement préféré rester sur le Minitel. C'est un choix, mais c'est un choix que l'on paye encore aujourd'hui. Si concrètement la plupart des grosses industries du monde de l'Internet ne sont pas françaises et sont essentiellement américaines, c'est entre autres à cause de ce choix. Car tout simplement, on n'a pas du tout poussé dans ce domaine, on n'a pas du tout, aidé les personnes qui étaient intéressées dans ce domaine à se développer et à pouvoir réaliser potentiellement
des projets novateurs, des technologies intéressantes et qui auraient pu amener aujourd'hui à avoir la France beaucoup mieux positionnée sur le domaine de l'Internet. Et je pense très honnêtement que c'est une erreur à ne pas reproduire. Aujourd'hui, on est sur un nouveau tournant technologique. Dans le passé, la France a réussi à se positionner très bien sur certains domaines technologiques. Je pense notamment à l'aéronaval, par exemple. Donc, on est capable de faire des choses, l'aéronautique également, tout ce qui est autour de l'aérospatial. On a des cerveaux en France, clairement, on en a. Mais ces cerveaux, pour les garder, il faut les laisser se développer. Et aujourd'hui, la blockchain, c'est quelque chose qui est pointé du doigt, qui est incompris et qui fait tout simplement fuir les cerveaux autour de ce domaine vers d'autres pays qui sont beaucoup plus favorables. Et je pense que c'est une grosse erreur pour l'avenir de notre pays et comment dire, de notre position, on va dire, au niveau de notre pays. Donc voilà, encore une fois, moi je cherche pas à faire de la politique, etc. C'est pas l'idée, mais c'est important de comprendre ce que la blockchain peut nous apporter. Et la blockchain, en gros, que ce soit des NFT ou quoi que ce soit, est une technologie, est un outil, et comme n'importe quel outil, bien employé, ça peut faire des choses magnifiques. Mal employé, vous pouvez en faire des choses catastrophiques. Le meilleur exemple que je peux vous citer, c'est le râteau. Voilà, vous avez votre petit râteau qui vous sert tout simplement à ratisser et à récolter vos feuilles mortes dans votre jardin. C'est un outil qui vous aide, mais vous pouvez aussi finalement, après une dispute conjugale, le planter dans le crâne de votre conjoint. Voilà, vous le transformez en arme. Un outil, c'est un outil. En fait, finalement, en fonction de l'utilisation que vous en faites, vous pouvez en faire des choses excellentes ou des choses très néfastes. Et la technologie du type blockchain, du type NFT, du type métaverse, c'est exactement la même chose. Et je pense que si on veut justement, entre guillemets, nous Français, avoir la possibilité d'avoir notre mot à dire, entre guillemets, sur ces technologies et sur l'emploi et l'utilisation de ces technologies, eh bien, nous devons tout simplement essayer d'être autant que possible leader dans le domaine. Sinon, finalement, eh bien, nous allons nous faire imposer tout simplement des standards qui vont venir de pays étrangers, tout comme cela a été par exemple sur Internet, hein, notamment par Google, par Facebook, etc., où finalement, eh bien, c'est tellement démocratisé, c'est tellement utile, tellement pratique et tellement compliqué à tout réinventer que finalement, eh bien, nous nous contentons de ce qui a déjà été développé ailleurs et nous le prenons tel quel. L'intérêt de pouvoir aujourd'hui, maintenant, se positionner sur cette technologie, c'est tout simplement de nous permettre d'y participer, de l'élaborer et donc potentiellement de la réguler de manière intelligente, telle que nous, Français, nous aimerions l'avoir. C'est pour moi l'avantage premier aujourd'hui que nos gouvernements et nos politiciens s'intéressent à la blockchain. Donc malheureusement pour moi, hein, il s'agit de Zemmour qui s'y intéressait en tant que premier politicien. Je dis malheureusement, voilà, vous l'avez compris, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. En revanche, comment dire, les propositions qu'il fait autour de la crypto-monnaie et de la blockchain sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes car justement, elles sont dans le but de favoriser l'adoption de la blockchain et le développement de nos sociétés dans la blockchain. On a des licornes françaises, on a des entreprises françaises qui créent de l'emploi aujourd'hui en France et qui pourraient tout simplement être amenées à quitter le pays car c'est fiscalement beaucoup plus favorable dans d'autres pays. Et si ne fait pas d'efforts, si on ne fait pas attention, c'est ce qui va arriver. Et concrètement, Zemmour en fait a fait ce tweet, juste après avoir rencontré le président de Ledger. Donc Ledger, c'est une société française qui est leader mondial dans la protection en fait, de la crypto-monnaie via un média physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre crypto-monnaie, vous pouvez la stocker soit sur un portefeuille logiciel, c'est-à-dire qui est très souvent connecté à Internet et qui est donc entre guillemets beaucoup plus facilement piratable, ou bien la stocker sur des composants physiques, ça ressemble plus ou moins à une clé USB, on va dire, et vos crypto-monnaies en fait sont stockées de manière physique, donc déconnectées du réseau, sur ces clés USB. Et l'idée en fait, c'est que du coup, ça devient beaucoup plus compliqué à pirater et ça aide tout simplement à améliorer la cybersécurité. Et c'est d'autant plus important et intéressant quand vous commencez à avoir des portefeuilles importants dans le but tout simplement de protéger votre capital. Donc voilà, cette société, elle est française et elle est leader mondial dans ce secteur. C'est quand même quelque chose de plutôt intéressant, surtout sur quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons 8% de Français qui sont dans la crypto-monnaie. Il y a encore quelques années, c'était même pas 1%. Donc c'est quelque chose qui se développe
de plus en plus. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo il y a peu, mais concrètement, on est en train de suivre la même courbe de tendance que Internet à l'époque, c'est-à-dire une courbe complètement exponentielle, avec une forte adoption de plus en plus rapide. Et il est très probable que dans les années 2030-2040, nous ayons une très grosse partie de la population mondiale qui commence à se pencher vers la crypto-monnaie. Donc, avoir des leaders mondiaux dans ce secteur, c'est clairement extrêmement intéressant pour la France, pour la création d'emplois, etc. Je ne dis pas que ces Français-là ne partiront pas un jour à l'étranger, etc. Hein, c'est exactement comme nos grosses compagnies d'automobiles, hein, comme on peut le faire Renault, Peugeot, etc. C'est exactement le même problème que l'on risque de rencontrer. Mais si dès le départ on leur met pardon, des bâtons dans les roues, il ne faut pas s'étonner que cela arrive. Je pense qu'il faut au mieux, en tout cas, faire un premier pas et essayer de les encourager à rester en France, plutôt que dès le départ leur mettre des bâtons dans les roues qui vont clairement les encourager à partir ailleurs. Voilà un peu le point. On va pas forcément revoir les propositions d'Éric Zemmour. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir directement son tweet sur Twitter. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, eh bien, c'est tous les commentaires qui étaient derrière. Énormément de gens ont partagé des opinions, un peu comme on peut le voir sur Covid, hein, sans aucune information, mais avec un niveau d'information qui était totalement affolant. Et ça me semblait aujourd'hui extrêmement important, eh bien, de vous apporter un niveau d'information sur ces éléments-là. Quels sont les éléments en question qui m'ont vraiment choqué? Tout d'abord, le blanchiment d'argent. Donc, je vais vous en parler. Le deuxième, la pollution autour du minage. Je vous en parlerai également. Et le troisième point, eh bien, c'est la pénurie des cartes graphiques à cause du minage. On va en parler également. Alors, commençons tout d'abord par le blanchiment d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, en 2020, je crois, voilà, en 2021, pardon, c'est-à-dire donc il y a un an, ça représentait seulement 0,15%, enfin, comment ça s'appelle, pardon, les transactions autour du blanchiment d'argent, pardon, je n'ai pas été clair, ne représentaient que 0,15% des transactions de la crypto-monnaie. 0,15%. Aujourd'hui, dans le monde, le dollar, 2% des transactions en dollars sont illégales. Et là, je parle de pourcentage, on parle de ratio. Évidemment, vous allez me dire, il y a beaucoup plus de transactions en dollars qu'en bitcoin. C'est bien pour ça que je ne compare pas en montant, mais je compare en pourcentage. 0,15% de transactions sont illégales autour de la crypto-monnaie, 2% pour le dollar. Et finalement, pour des raisons assez simples, qui sont évidentes. Aujourd'hui, tout d'abord, eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que les transactions sur la crypto-monnaie sont toutes traçables et identifiables. Vous pouvez facilement, en allant simplement sur Internet, en recherchant par exemple BTC Scan, ou bien ETH pour Ether Scan, ou bien BSC Scan, etc. Bref, pour tous les réseaux qui existent, vous avez, ce genre de site web. Vous vous connectez dessus, enfin vous vous connectez dessus, vous allez dessus, ce qui n'est même pas besoin de se connecter, et vous allez voir eh bien, que vous pouvez accéder à l'ensemble de toutes les transactions sur le réseau. Vous pouvez par exemple prendre celle-ci, voilà la dernière, voilà, et sur cette transaction-là, eh bien en fait vous pouvez remonter. Vous pouvez remonter et suivre cette transaction et savoir en gros concrètement, eh bien, ces quelques bitcoins-là, d'où proviennent-ils? Et vous pouvez remonter jusqu'à le moment où ce bitcoin-là a été miné. Pour faire simple et pour expliquer cela dans des mots plus simples, c'est comme si aujourd'hui, vous preniez votre billet, que vous avez, votre billet de 50 € dans votre portefeuille, vous le prenez, vous allez sur Internet, vous vous connectez sur un site, vous tapez le numéro de votre billet et vous êtes capable de savoir exactement qui a eu entre ses mains votre billet depuis son impression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose de hallucinant. C'est complètement impossible avec de la monnaie liquide. Mais là, avec ce genre de système, de blockchain, tout est tracé. Et pour pouvoir s'enregistrer aujourd'hui, eh bien sur des comptes d'échange, il faut passer une étape que l'on appelle le KYC, Know
Know Your Customer. Et concrètement, cela signifie que lorsque vous allez créer un compte sur Binance, FTX, etc., vous allez devoir présenter une carte d'identité, vous allez devoir présenter un justificatif de domicile, etc., qui va vous permettre de créer votre adresse de portefeuille. Et cela signifie que si l'on voit des transactions illégales, on peut très facilement retrouver quel est le portefeuille qui a effectué la transaction et donc indirectement, quelle est la personne qui a fait cette transaction. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'aujourd'hui, on a très très peu de transactions illégales et de blanchiment d'argent autour de la crypto-monnaie. C'est beaucoup plus facile sur du dollar, où concrètement, comme vous pouvez le voir dans les films, euh, le trafiquant d'armes ou le trafiquant de drogue, il se trimballe avec sa petite valise remplie de billets de dollars. C'est beaucoup plus facile qu'avec du bitcoin, parce que tous les mouvements sont tracés et peuvent être suivis, et on peut identifier quelles sont les personnes qui les ont faites. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Le problème du blanchiment d'argent, c'est quelque chose qui a existé, en effet, mais il y a longtemps, au tout début du Bitcoin, quand concrètement, la majorité des transactions se faisaient sur le dark web. Donc le dark web, l'emplacement un peu caché d'Internet, on va dire, où se fait essentiellement énormément de trafic d'armes. Mais c'est terminé cette époque. Cette époque-là, c'est terminé. Aujourd'hui, on est sur une époque où concrètement, on cherche à démocratiser finalement les transactions, et l'explosion des transactions font que la grosse majorité ne font plus du tout de transactions sur le dark web, mais font des transactions sur leur compte Binance, FTX, etc. Donc, c'est très important de comprendre que si on veut faire du blanchiment d'argent pour des terroristes ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple pour eux de le faire sur du dollar ou de l'euro, hein, que sur de la crypto-monnaie. Ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à cacher et à masquer leurs affaires. Donc ça, c'est quand même déjà un premier point extrêmement important et qui me semble indispensable, parce que c'est très souvent un des premiers arguments que l'on entend de la part des gens qui ne connaissent pas du tout le Bitcoin. Ils disent mais de toute façon, ça ne sert qu'à blanchir de l'argent. Eh bien non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font des transactions illégales utilisent encore des monnaies fiduciaires, car c'est beaucoup plus facile que de la crypto-monnaie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est autour de la pollution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, il faut bien comprendre que ce qui pollue autour de la crypto-monnaie, c'est pas les utilisateurs en tant que tels, c'est pas ceux qui vont faire des achats, des reventes, etc. Là, concrètement, vous ne polluez pas plus que quand vous allez écouter votre musique sur YouTube, hein. Vous vous connectez sur un simple site web, etc. Alors derrière, évidemment, il y a des serveurs qui tournent pour pouvoir gérer ces transactions. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important que des serveurs qui gèrent des transactions Internet, ou des serveurs tout simplement de Google, vous imaginez, qui gèrent YouTube, qui gèrent plein d'autres choses. C'est beaucoup moins important. Donc finalement, ce qui pollue autour de la crypto-monnaie, ce n'est pas les achats, les reventes, etc. C'est le minage. C'est-à-dire, en gros, le moment où on crée la blockchain. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour créer cette blockchain, concrètement, il faut résoudre un algorithme, donc on va dire une certaine logique informatique, pour essayer d'employer des mots simples, qui sont de plus en plus complexes. Ça devient de plus en plus compliqué de miner du Bitcoin, et plus on va chercher à miner les derniers Bitcoins, plus ça va être compliqué, et plus du coup, les ordinateurs vont devoir être puissants et tourner longtemps pour réussir à résoudre l'algorithme, et donc miner un Bitcoin. Et c'est donc cela finalement qui génère cette pollution. Tout d'abord, il faut bien comprendre que dans le monde de la crypto-monnaie, les minages ne sont pas tous de la même façon. Il y a le proof of work et il y a le proof of stake. Et aujourd'hui, on a clairement le Bitcoin qui est sur un ancien mode, on va dire, de minage, le premier tout simplement. Il faut bien comprendre que le Bitcoin date de 2009, et qui est donc un mode de minage beaucoup plus polluant que celui des autres crypto-monnaies. Alors, il y a encore quelques crypto-monnaies qui tournent avec le même système de minage que le Bitcoin, mais elles sont vraiment très minoritaires, et quasiment toutes les dernières crypto-monnaies qui sont sorties dans les dernières années tournent aujourd'hui avec un mode de minage qui est beaucoup moins polluant. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Finalement, ça ne concerne pas forcément toutes les crypto-monnaies, cette pollution, mais surtout le Bitcoin. Ça, c'est une première chose à comprendre. La deuxième chose aussi qui est bien important à comprendre, c'est quand l'on compare quelque chose, la plupart des gens disent, bah regardez, comparer par exemple la consommation électrique pour la monnaie internationale, et comparer la consommation électrique pour le Bitcoin. Et la plupart des gens disent, bah regardez, voilà, bon évidemment la consommation du Bitcoin électrique est beaucoup plus importante, c'est un scandale, c'est extrêmement polluant.
C'est vrai. Mais il faut comparer tout ce qui est comparable. Si vous comparez la consommation électrique du minage du Bitcoin, eh bien concrètement, vous êtes en train de comparer l'intégralité de ce qui pollue autour de la génération du Bitcoin. Quand vous allez comparer ce qui pollue autour, par exemple, des billets, vous ne pouvez pas comparer uniquement la consommation électrique de l'imprimerie. Ce n'est pas que ça. Il faut comparer le papier, il faut comparer l'encre, et il faut comparer le bilan carbone, parce que vos billets, une fois que vous les imprimez, c'est bien beau, mais il faut les déplacer. Il faut les envoyer dans des banques, il faut les envoyer dans des distributeurs automatiques. Donc bref, il faut déjà comparer l'ensemble de ce qui pollue d'un côté par rapport à l'ensemble de ce qui pollue de l'autre côté. Sinon concrètement, vous êtes en train de comparer des choux et des navets. Ça, c'est une première chose. Ça paraît évident, mais finalement, très peu de personnes s'amusent à faire cet exercice. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris ça, concentrons-nous maintenant sur la consommation électrique. Il faut savoir que le minage du Bitcoin, c'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et grâce à cela, eh bien, le Bitcoin, aujourd'hui, est produit à partir de plus de 74% d'énergie renouvelable. On est même maintenant, début d'année, à quasiment 80% d'énergie renouvelable. Comment est-ce possible? C'est très simple. C'est lié en fait à ce système de production. La plupart des fermes, c'est-à-dire des gros bâtiments qui vont servir à miner du Bitcoin, dans le monde, ont tendance en fait à s'installer dans des cartes, au niveau de la carte, dans des endroits très stratégiques. Eh bien, c'est tout simplement finalement autour des barrages. Je ne sais pas si vous savez exactement comment fonctionne un barrage. Encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille chez EDF, donc elle m'a appris beaucoup de choses sur ce domaine. Mais concrètement, le système d'un barrage, ben voilà, c'est tout simplement une retenue d'eau, d'accord? Et quand vous voulez générer de l'électricité, eh bien vous libérez l'eau, et puis l'eau passe du coup dans des turbines, et ça génère de l'électricité. D'accord, très bien. C'est facile. Et c'est comme ça qu'on arrive à générer de l'électricité renouvelable. Le problème, c'est que le problème avec ce genre de système, c'est que votre barrage, à des moments, il est plein. Vous avez donc besoin de le vider. Et au moment où vous avez besoin de le vider, c'est pas forcément un moment extrêmement approprié pour générer de l'électricité. Pourquoi? Tout d'abord, eh bien parce que l'électricité, c'est compliqué à stocker. C'est très compliqué à stocker. Deuxièmement, eh bien, en France, nous avons des centrales, etc., qui produisent de l'électricité, et c'est pas toujours simple, en fait, pour éviter de faire de la saturation sur le réseau électrique, eh bien, de faire baisser la puissance d'une centrale, tout en préparant, eh bien, de l'autre côté, un lâcher de barrage qui va permettre, en fait, d'exploiter l'électricité générée par le lâcher de barrage au détriment de l'énergie produite par le nucléaire. Donc, la plupart du temps, eh bien, c'est pas toujours évident de le faire, et il arrive extrêmement souvent que dans nos barrages électriques EDF, nous faisions un lâcher de barrage sans faire passer l'eau dans les turbines. C'est-à-dire que concrètement, nous lâchons l'eau sans générer d'électricité. Nous perdons complètement l'intérêt d'avoir fait un barrage. Alors, on ne le fait pas tout le temps, heureusement, sinon il n'y a vraiment plus aucun intérêt d'avoir un barrage, mais ça arrive. Et ces moments où ça arrive, eh bien concrètement, c'est de l'énergie qui est complètement perdue. Elle n'est pas perdue dans le sens où on ne la génère pas, mais on pourrait la générer de la même manière, complètement entre guillemets, euh, sous forme d'énergie renouvelable, puisque au final, de toute façon, le lâcher d'eau, on le fait. Donc au lieu de le faire passer dans les turbines, on le fait juste passer sur un canal à côté. C'est exactement le même effet, sauf que bien on ne profite pas de cette force hydraulique pour générer de l'électricité. Et donc l'intérêt, eh bien, des fermes de minage, c'est qu'elles s'installent près des barrages. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, eh bien voilà, un barrage électrique, c'est pas forcément un lieu très sexy. Et vous imaginez bien, par exemple, qu'un centre commercial, par exemple, qui est très énergivore aussi, ne va probablement pas s'installer près d'un barrage électrique, parce qu'un centre commercial, il a besoin d'un gros parking, il a besoin de lignes de bus, il a besoin éventuellement de lignes de train, etc., qui vont le desservir. Bref, il a besoin d'être facilement accessible pour que les gens y viennent, tout simplement. Donc s'installer près d'un barrage, c'est très compliqué en général pour ce genre de zone commerciale, mais même pour des zones de très grosses entreprises. Comment ça s'appelle? Une ferme de minage, eh bien concrètement, c'est simplement un bâtiment avec des serveurs qui sont connectés dedans, hein. Il n'y a pas de public, on s'en fiche, on s'en fout complètement de la tête à quoi ça ressemble dedans. L'intérêt, c'est on veut juste un toit, mettre nos serveurs dedans, et c'est fini, c'est parti, on peut miner. Donc s'installer près des barrages électriques, pour les fermes de minage, c'est quelque chose de relativement facile et accessible, et qui ne leur pose aucun problème. Donc ils s'installent à côté. Et concrètement, eh bien l'idée,
c'est que lorsque eh bien, les barrages pourraient, entre guillemets, tourner à vide, eh bien, ils exploitent finalement cette énergie pour alimenter leur ferme. Et c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, nous avons quasiment 80% de l'électricité utilisée pour miner du Bitcoin qui est de l'énergie renouvelable et qui serait de l'énergie même pas produite si on n'avait pas des fermes de Bitcoin. C'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Je ne dis pas pour autant, comprenons-nous bien, hein, que le Bitcoin ne mine pas beaucoup d'électricité, enfin ne mine pas, ne consomme pas beaucoup d'électricité. C'est un fait. Le Bitcoin consomme beaucoup d'électricité et aujourd'hui nous avons d'autres crypto-monnaies qui emploient d'autres systèmes de minage pour compenser ce problème-là. Et un jour ou l'autre, je pense que le Bitcoin va probablement évoluer pour se tourner vers un système de minage moins consommateur d'énergie. Je ne dis pas le contraire, ça consomme de l'énergie. Mais il faut bien comprendre de quelle manière ça le consomme, et il faut bien avoir aussi en vision toute la picture globale lorsque l'on souhaite comparer de la pollution entre plusieurs domaines, notamment entre la monnaie fiduciaire et le Bitcoin. Voilà, ça c'était une première chose. Une deuxième chose aussi qui est intéressante autour bien, de toute cette comment ça s'appelle euh, énergie du Bitcoin, enfin minage du Bitcoin, etc. C'est finalement qu'est-ce que l'on pourrait faire en fait autour de ce minage de Bitcoin et comment et de quelle manière nous pourrions l'utiliser. Je vais vous donner un exemple très simple et c'est quelque chose qui circule beaucoup en ce moment sur Internet au niveau de la cryptosphère et parce que je trouve que c'est des idées qui sont extrêmement intéressantes et si jamais des hauts dirigeants d'EDF pouvaient m'entendre à tout hasard, on ne sait jamais, ça pourrait être quand même, pourrait peut-être éventuellement leur donner des idées. Aujourd'hui, au niveau de l'électricité en France, nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est l'obsolescence de nos centrales nucléaires. Ça coûte extrêmement cher de les maintenir, ça coûte extrêmement cher de réinvestir dans nos centrales nucléaires. Et aujourd'hui, les centrales nucléaires, quoi qu'on en dise, ça, d'une part, ça nous permet de gérer notre indépendance énergétique, c'est extrêmement important, quoique, hein, aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que nous importons de l'électricité. EDF est obligé d'importer de l'électricité parce que nous avons des difficultés à générer suffisamment d'électricité. Donc EDF importe de l'énergie électrique et en passant, je vous le rappelle, est obligé d'en redistribuer à perte à des concurrents qui vont pouvoir le vendre à un prix un peu moins cher. Donc c'est quand même assez aberrant tout ce système-là. Mais bref. Donc nous avons déjà le premier problème autour du coût finalement de la gestion de nos centrales nucléaires. Imaginez seulement une petite seconde que EDF décide d'investir dans le minage de Bitcoin pour exploiter une partie de l'électricité générée dans le but de miner du Bitcoin, revendre ce Bitcoin, générer des profits qui nous permettraient de réinvestir dans nos centrales nucléaires, de les rénover, de potentiellement nous aider à en produire et à en créer des nouvelles. Ça nous permettrait quand même finalement bien, de pouvoir nous aider à amortir toute cette partie de centrale nucléaire. Un autre exemple aussi, bien, c'est tout ce qui tourne autour des panneaux solaires. Les panneaux solaires, en général, vont durer entre 20 et 30 ans et c'est quelque chose qui coûte très cher à l'achat. Imaginez, nous installions un parc de panneaux solaires, d'accord? Nous faisons miner du Bitcoin avec l'énergie générée pendant un an. Un an, d'accord? Eh bien, pendant un an de minage Bitcoin, nous avons complètement amorti le parc de panneaux solaires. Cela signifie que derrière, pour les 29 autres années restantes, toute l'électricité produite qui pourrait servir du coup à l'ensemble de la France, et non plus forcément juste dans le but de miner du Bitcoin, on pourrait arrêter de s'en servir pour miner du Bitcoin, toute cette installation, elle est déjà amortie. C'est quand même quelque chose qui pourrait être relativement intéressant. Et je pense que plutôt que de tirer, entre guillemets, à fond sur, sur cette forme et ce moyen de consommer de l'électricité, on pourrait, je pense, essayer de réfléchir à comment on pourrait l'employer de manière beaucoup plus intelligente. C'est juste, entre guillemets, mon propos. Je ne cherche pas à dire il faut absolument miner du Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je reconnais que ça consomme un peu trop d'électricité, clairement. Mais nous avons déjà, d'une part, une énorme partie qui est produite à partir d'énergie renouvelable. Et en plus de cela, nous pourrions peut-être utiliser les revenus générés par du minage de Bitcoin pour nous aider, français, j'entends, hein, à renouveler et à maintenir notre parc électrique. C'est quand même quelque chose qui pourrait être relativement intéressant.
Voilà, j'ai fait le tour de la partie pollution. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Et évidemment, ce sera l'occasion de partager ensemble en commentaire dans la vidéo. Une dernière chose qui m'a choqué, eh bien, c'est concernant les cartes électriques, les cartes graphiques, excusez-moi, qui sont en pénurie à cause du minage du Bitcoin. Sachez que le Bitcoin n'est pas miné avec des cartes graphiques. Les autres crypto-monnaies, qui sont beaucoup moins minées que le Bitcoin, évidemment, vous en doutez bien, sont en effet minées avec des cartes graphiques. Mais le Bitcoin n'est pas miné avec des cartes graphiques. Le Bitcoin est miné avec ceci. C'est un ASIC. C'est un composant spécifique développé pour le minage. Ce n'est pas une carte graphique. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre PC pour pouvoir jouer à vos jeux vidéo, je vous le garantis. Ça marche pas. Donc c'est voilà, c'est encore une fois quelque chose de quand même assez important, car je vais simplement vous montrer. On va aller sur Google. Voilà. Vous faites minage BTC. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel lien. Je vous garantis que dedans, on vous explique qu'on mine avec des ASIC. Et c'est ça qui est affolant. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui qui pensent que la pénurie des cartes graphiques est provoquée par le minage du Bitcoin, ce sont des gens qui n'ont même pas tapé ces deux mots dans un Google. Minage BTC. Ils ne font que répéter des propos qu'ils ont entendus par la presse. Et cette presse-là, ce journaliste-là qui a communiqué cette information, n'a lui-même pas fait ne serait-ce que ce travail de recherche. Ça vous laisse imaginer un petit peu le niveau qualitatif que l'on peut retrouver au niveau de l'article, quoi. Ça vous laisse imaginer le niveau de recherche autour des informations qu'a essayé de vous communiquer ce journaliste. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important et je vous invite vivement que vous soyez, intéressé par la crypto-monnaie dans le but d'en faire du profit ou pas du tout, ou pas du tout. Intéressez-vous un minimum, moi c'est ce que je vous conseille de faire, à la blockchain. Je ne vous parle pas de la crypto-monnaie, je vous parle de la blockchain, la technologie qu'il y a derrière, la technologie qui permet de faire une traçabilité extrêmement forte, comme vous avez pu le voir tout à l'heure au niveau des transactions sur le Bitcoin. Ce genre de transaction, ce genre de traçabilité est aujourd'hui travaillé par différents projets tels que VeChain ou tels que Morpheus, par exemple, dans le but d'améliorer la logistique. Et oui, la logistique, finalement, c'est énormément de traçabilité. Vous faites des transferts de colis, vous voulez savoir où est telle pièce, à tel endroit exactement, qui l'a touché, etc. Imaginez tout simplement quelque chose de complètement informatisé qui gère cela pour vous. Je peux vous garantir que des personnes dans la logistique, aujourd'hui, seraient très intéressées par des outils beaucoup plus fiables pour gérer leur logistique. Ils ont un manque à gagner qui est assez considérable dans le monde. C'est extrêmement important. Et par exemple, les projets qui sponsorisent Morpheus, donc Morpheus est une crypto-monnaie, d'accord? La crypto-monnaie, en fait, est utilisée pour lever des fonds pour une entreprise. C'est une forme de start-up. Derrière, il y a une entreprise qui développe des produits, des projets. Et le produit qui est développé donc du coup par l'entreprise qui utilise le token Morpheus est sponsorisé par des petites sociétés du type Amazon, FedEx et DHL. Rien que ça. Donc ça vous met comme en avant qu'on a des très grosses entreprises qui ont compris l'intérêt de la blockchain au niveau de leur traçabilité. C'est quelque chose de très important. Parlons par exemple des NFT. Les NFT concrètement, c'est quelque chose qui vous sert à vous approprier, c'est un certificat de propriété. Aujourd'hui, tout le monde voit les NFT comme quelqu'un qui achète un singe 20 $ et qui le revend 1 million de dollars à un gros idiot. Mais comment on peut être aussi stupide pour acheter une image aussi moche? C'est vraiment que de la pure spéculation, c'est n'importe quoi, etc. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je serais incapable d'acheter un singe aussi moche, une telle fortune. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le singe en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est la technologie derrière, le NFT, le certificat de propriété. Et je vais vous donner un exemple très concret. On a une société, Hermès, et il y en a plein d'autres. On a une société, Hermès, qui s'intéresse à la technologie NFT.
C'est un exemple que j'avais cité une fois en commentaire dans mes vidéos. Mais imaginez par exemple que vous achetez, Hermès génère un sac à main, d'accord? Ils produisent un sac à main. Et sur ce sac à main, ils accolent sur une étiquette un QR code qui permet de tester le certificat de propriété. Hop, ce sac à main, il part en magasin. Vous êtes client, vous arrivez dans un sac à main Hermès, enfin vous arrivez dans un magasin Hermès, excusez-moi, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, vous avez l'habitude en ce moment, on n'arrête pas avec le Covid, vous scannez le QR code, et là, ça va vous démontrer quel est le propriétaire du sac à main. Et vous allez voir que le propriétaire du sac à main est Hermès. Ça vous garantit deux choses. Premièrement, c'est un vrai. C'est déjà extrêmement intéressant quand même. Deuxièmement, eh bien, il n'a pas été volé, puisque aujourd'hui, il appartient bien à Hermès. Vous l'achetez, ce sac à main. Eh bien, on fait un mouvement du NFT qui concerne le certificat de propriété. D'accord? C'est-à-dire que au niveau du certificat de propriété, on va pouvoir voir que le premier propriétaire c'était Hermès et le deuxième propriétaire c'est vous-même. Très bien. Vous l'employez sac à main, puis finalement vous n'aimez pas le coloris, bref, vous décidez de le vendre. Très bien. Vous le vendez d'occasion. Eh bien, la personne qui va arriver pour vous l'acheter, elle va pouvoir scanner ce code, vérifier que le premier propriétaire, c'était Hermès, donc elle a une information, c'est un vrai, extrêmement important, et deuxième propriétaire, c'est bien vous. Elle peut faire, par exemple, vous demander par exemple votre carte d'identité et vérifier que c'est bien vous. Et donc, elle est certaine qu'elle est en train d'acheter ce sac à main au vrai propriétaire, et donc il n'a pas été volé. Voilà, c'est un exemple tout bête, tout simple de l'emploi et de l'utilisation d'une NFT. C'est le genre de projet que nous pouvons développer à partir des NFT. Et aujourd'hui, vous dire que les NFT, la blockchain, ça sert à rien, c'est inutile, c'est juste des moyens de spéculation, vous avez, je pense, une énorme poutre dans l'œil. C'est des technologies qui vont être amenées par des projets et que vous allez très probablement utiliser plus tard sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, la très grosse majorité d'entre vous, ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo, eh bien, vous ne savez pas exactement comment fonctionne Internet. Techniquement, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Mais pourtant, vous l'utilisez tous les jours, sans cesse. C'est bien, c'est exactement la même chose. Et il y a quelques années, nos gouvernements nous ont expliqué à l'époque qu'Internet servirait à rien et nous sommes restés sur le Minitel. Et moi aujourd'hui, ce que j'aimerais voir de la part de mon gouvernement et de mon pays du coup, ce n'est pas forcément que nous partons sur la blockchain, c'est au moins qu'ils se posent la question. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que concrètement, si nous sommes des leaders sur ce domaine, est-ce que nous pourrions eh bien, générer des emplois, nous permettre de réguler ces domaines-là, etc. Au moins que ces gens se posent la question. Et après, moi, je suis prêt à écouter le débat, à suivre le débat. Et si, au final, après avoir entendu des arguments très intéressants, on se rend compte que non, c'est pas intéressant de prendre ce virage, soit. Mais au moins, on s'est posé la question. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement ignoré et complètement méconnu par la population et très souvent blindé de préjugés. Et c'est pour cela que je souhaitais faire cette vidéo, pour vous aider en fait, entre guillemets, d'une part déjà, peut-être à gommer certains préjugés, et d'autre part, eh bien, vous encourager à aller chercher vous-même l'information. Et cela est vrai pour tout ce qui vous entoure. Allez chercher vous-même l'information, prenez le temps de vous auto-instruire, de vous renseigner, plutôt que de répéter, entre guillemets, bêtement et stupidement ce que l'on vous a dit, car vous ne savez pas du tout quel est le niveau d'analyse qui a été réalisé par la personne qui vient de vous communiquer ce message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré. En tout cas, j'espère avoir fait le tour un peu des messages que moi je souhaitais vous faire passer. Et sur ce, eh bien, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la like, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner et surtout, n'hésitez pas, commentez, partagez-moi vos opinions, votre avis, dites-moi les points sur lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord. J'ai aucun problème à en discuter avec vous correctement, les gars. Hein, on est d'accord. Moi, je vous ai parlé de manière totalement polie, correcte, etc. On peut voilà discuter. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais restez poli, courtois et ce sera et cordial. Et ce sera un vrai plaisir pour moi de débattre avec vous dans les mêmes conditions. Donc j'ai aucun souci pour en discuter avec vous. Je vous remercie encore pour votre attention et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.